Ouais, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean Cos. Donc je vais vous présenter donc une expérience de mesure haute fréquence dans le suivi des flux de nutriments sur deux bassins versants algues vertes. Donc cette expérience, donc je l'ai conduite donc dans le cadre de ma thèse de mai 2012 à juin 2015. Donc c'était une thèse CIFRE. Donc c'est un partenariat public-privé donc entre COP de France Ouest et l'école des hautes études en santé publique à Rennes, en partenariat avec l'EME, et donc c'était financé par l'AELB, la région Bretagne, le HESP, COP de France et la NRT. Les deux sites d'études se situent donc parmi les bassins versants algues vertes donc en Bretagne, donc qui sont ici localisés en vert. Donc c'est les bassins versants de l'Ic et du Frémur dans les Côtes d'Armor, et qui ont été sélectionnés notamment parce qu'ils ont des caractéristiques hydrologiques et géologiques qui sont relativement comparables donc, par rapport aux autres bassins versants. Donc ici, donc, on a les stations de mesure haute fréquence. Donc il y a une station de mesure haute fréquence qui a été installée sur chaque bassin versant à l'exutoire. Donc quand je dis exutoire, c'est au droit de la station hydrologique. Donc à gauche, donc, vous avez la station sur l'Ic, à droite la station sur le Frémur, avec donc un analyseur UV, ici donc sur l'Ic, ici sur le Frémur, et donc avec un prélèvement automatique toutes les 15 minutes donc d'un échantillon donc, qui va être amené à l'analyseur UV, et de la mesure physico-chimique dans le cours d'eau. Alors pour juste un exemple pour répondre à la question de tout à l'heure, moi ce que j'avais fait donc pour que les sondes en gros aient le même environ, on va dire en faisant au mieux donc pour qu'elles aient les mêmes conditions donc en fonction du débit, c'est que j'avais mis en place une sorte de radeau en fait de sonde qui est juste assez lourd donc pour être immergé, mais qui va coulisser donc en fonction de la montée de l'eau. Donc sur l'Ic, on a l'analyseur UV donc qui est sur courant électrique, et sur le Frémur donc on avait une pile à combustible donc qui servait d'alimentation électrique donc puisqu'il n'y avait pas d'alimentation proche, et un échantillonneur automatique ici sur le Frémur. Donc les spectres UV sont analysés donc toutes les 15 minutes, donc avec un système à 2 trajets optiques donc, que je vais présenter donc, tout à l'heure. Donc on a le débit qui est mesuré donc, par le Conseil général 22, et la physico-chimie donc, que j'ai présentée. Et donc cette expérience était réalisée de janvier à décembre 2014. Donc le principe des analyseurs UV donc, utilisés, donc, c'est de faire toutes les 15 minutes dans le cours d'eau, donc de faire l'analyse d'un blanc, donc ça c'est donc de l'eau distillée donc qui va se trouver donc juste à côté de l'analyseur, qui va être analysé, donc qui ne contient pas d'ion, donc qui va constituer en fait la base de la mesure, la ligne de base de la mesure. Ensuite, un échantillon d'eau est prélevé donc dans la rivière. L'analyseur UV va analyser donc le spectre de la rivière, et ensuite la cuve est rincée. Et on va faire cette procédure en fait 2 fois, donc puisqu'on a 2 cuves, donc une à petit trajet optique, 3 mm, et une autre à 30 mm, donc un plus grand trajet optique. Donc l'intérêt d'avoir ces 2 trajets optiques, c'est d'avoir une mesure, donc améliorer la qualité de la mesure donc, que je vais présenter tout à l'heure. Et donc ici, juste à titre d'exemple, on a pour un même paramètre, donc la courbe en noir donc, qui correspond au plus grand trajet optique, et la courbe en gris donc, qui correspond au petit trajet optique, donc qui est donc beaucoup moins précise. On le voit, on a beaucoup plus de bruit donc, en gris sur la mesure que sur la courbe noire. Donc justement, comment on traite les spectres une fois qu'ils sont acquis. Donc on a ici 3 exemples de spectres bruts, donc dans le domaine UV, donc de 200 à 350 nanomètres, avec la partie gauche du spectre qui correspond au domaine d'absorption des nitrates, la partie droite du spectre, donc de 250 à 350 nanomètres, qui va correspondre à la matière organique et aux particules. Ah, il y a un bug dans le...
Donc à droite, dans les rivières, donc en général maintenant on a des concentrations fortement élevées en nitrate, ce qui fait qu'on va donc le spectre brut entre 200 et 350 nanomètres va être très influencé par cette concentration en nitrate. Ici, si on veut avoir une idée précise de la matière organique et des particules, on va donc utiliser le deuxième trajet optique pour faire un zoom en fait sur cette partie. Donc ici, on voit déjà qu'on voit beaucoup mieux les différences donc, entre les spectres donc, de ces trois échantillons. Et pour les comparer, on va utiliser la dérivée seconde. Donc ici, j'ai pas les indices. Il y a des bugs dans tout le... Bon. Et donc la dérivée seconde va être utilisée avec plusieurs indices. Voilà, donc la dérivée seconde, en fait, c'est un calcul qui va permettre de faire apparaître des points d'inflexion en fait dans les courbes. Et ici, on peut voir donc sur la dérivée seconde qu'on voit qu'à certaines valeurs d'absorbance, on a plus ou moins ces minima et extréma. Et donc, on va définir maintenant des indices qui vont potentiellement donc caractériser la matière organique. Maintenant, une fois qu'on a fait le calcul de ces dérivées secondes, on fait donc la comparaison avec les mesures au laboratoire. Et ici, donc, deux modèles ont été donc réalisés pour mesurer en fait donc les concentrations en nitrate et en carbone organique dissous à partir de l'analyse des spectres UV. Et on voit qu'on a une très bonne corrélation donc, entre les nitrates prédits et mesurés, et également une bonne estimation pour le carbone organique dissous. Donc maintenant, au niveau des paramètres physico-chimiques, donc c'est Ophélie Faué qui en parlait tout à l'heure, donc de la conductivité. Donc moi j'ai utilisé la conductivité en fait pour estimer un paramètre que je vais appeler la contribution de l'eau nouvelle donc à la crue. Donc l'eau nouvelle en fait c'est l'eau qui provient donc de l'événement pluvieux et qui va arriver rapidement au cours d'eau donc pendant la crue. Donc ici j'ai mis un exemple. Donc on a la pluie 6 minutes donc fournie donc par Météo France, la variation de débit équivalente donc sur un bassin versant, et ici la variation de conductivité électrique équivalente. Et donc on voit que la conductivité donc diminue dans le cours d'eau pendant la crue. Donc en fait en rouge vous avez une ligne de base qui correspond avant l'événement à la conductivité électrique dans le cours d'eau qui est stable tant qu'il ne pleut pas. Donc cette valeur de conductivité électrique donc elle est prise comme signature de l'eau ancienne, c'est-à-dire l'eau souterraine qui est drainée par le cours d'eau donc tant qu'il ne pleut pas. Ensuite on fait une moyenne de prélèvement d'échantillons de ruissellement, donc qui est bien sûr qui n'est pas exhaustive. On ne peut pas prendre tous les échantillons de ruissellement, mais on va avoir une idée donc de la valeur moyenne de la conductivité donc dans cette eau nouvelle, qui est ici donc très différente puisqu'elle est de 80 microsiemens par centimètre, donc à comparer avec les 500 microsiemens par centimètre dans le cours d'eau avant l'événement. Et donc on va pouvoir réaliser un modèle de mélange entre donc cette eau ancienne avant l'événement et l'eau nouvelle qui va arriver dans le cours d'eau, qui est très peu chargée au niveau de la conductivité. Et donc ici on a le résultat donc, de la séparation entre le débit d'eau ancienne et le débit d'eau nouvelle pendant la crue, donc pour cet événement du 24 avril. Donc maintenant, si on reprend donc, l'analyse UV et donc la conductivité, donc un exemple sur 10 jours donc sur le bassin versant du Frémur. Donc ici à gauche, on a en haut, on a les événements pluvieux. Ici le débit, la réaction hydrologique du bassin versant donc, qui correspond avec deux pics de crue importants. La conductivité électrique donc baisse donc sur ces deux événements avec l'arrivée d'eau nouvelle. Les nitrates diminuent et le carbone organique dissous augmente. Si on prend maintenant des résultats, cette fois sur le bassin versant de Lick, et sur une période donc plus large qui est de 2 mois, ici donc du 1er mars au 1er mai 2014, on voit donc que
pour tous les événements donc, de crue qu'on peut voir ici avec la montée du débit, les nitrates diminuent et le carbone organique dissous augmente. Donc voilà, c'était juste des exemples de résultats qu'on peut avoir grâce à la mesure de fréquence. Donc maintenant, les contraintes de cette mesure, c'est d'abord l'investissement important au départ. Donc les présentateurs l'ont dit avant, de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros, donc 10 à 20 000 euros donc pour un analyseur UV. Donc un nettoyage des données qui est souvent nécessaire après l'acquisition, et ça c'est important. Ça demande un entretien régulier pour l'encrassement et la dérive qui est attestée. En fonction du type de matériel, la maintenance peut être plus ou moins importante, donc notamment au niveau des lampes qui servent donc à analyser. Et ensuite, donc l'intérêt opérationnel et l'intérêt scientifique. Donc d'abord opérationnel, c'est d'obtenir un flux annuel donc réel et non extrapolé de nitrate et de carbone organique dissous. Avec la conductivité, on peut estimer la contribution de l'eau nouvelle au début de crue. Avec la mesure de fréquence UV, on a la possibilité d'estimer certains autres paramètres. Donc ici, j'ai mis exemple azote organique et phosphore, puisqu'on a des relations justement. Alors on parlait de relations entre MES et phosphore total. Ici, on a des relations aussi entre carbone organique et azote organique et phosphore. Et donc, on peut étudier donc, ces relations et éventuellement estimer donc, d'autres paramètres par rapport à ça. Éventuellement, piloter le déclenchement de prélèveurs automatiques ou d'analyseurs en ligne en fonction donc, des résultats de cette mesure de fréquence. L'intérêt scientifique, c'est de mieux comprendre la dynamique d'export de nutriments, notamment en période de crue, et notamment les relations entre nitrate et carbone, donc à différentes échelles temporelles. Pourquoi pas caractériser la nature de la matière organique, donc comme j'ai présenté tout à l'heure avec les dérivées secondes. Expliquer la turbidité, ça va être justement essayer de pouvoir faire la part entre des particules fines et des particules plutôt grossières. Et on va avoir aussi également une base de données très conséquente, donc de mesures réelles qui vont servir éventuellement à caler des modèles donc de prédiction des nitrates et de carbone. Et donc en conclusion, donc l'intérêt de l'approche a été démontré malgré les difficultés de mise en œuvre donc liées au prototype qui a été utilisé donc avec les deux trajets optiques. L'usage de ce type de système nécessite de la formation et certaines compétences techniques. Et ensuite, la technique UV, donc ici, donc, au lieu d'être à un seul point mais à haute fréquence, elle peut également être déployée sur la forme d'un système portable pour couvrir d'autres besoins, donc notamment la confirmation de la pertinence des stations de mesure, identification de zones de dénitrification, suivi des actions de remédiation, identification de rejets illicites, etc.